Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour le dernier jour du One-to-One Monaco. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour cette première session du matin, on est très content d'accueillir sur notre plateau Frédéric Kingay-Johnson. Tu es le General Manager pour l'Europe du Sud de Content Square. Content Square, hein, qu'on ne présente presque plus, qui est une licorne française, une des plus grosses licornes française, spécialiste du comportement d'utilisateurs en ligne. Merci à toi d'être sur ce plateau, Frédéric. Merci Julien. On a plein de questions à te poser, mais la première, une licorne française qui vient ici au One-to-One Monaco, il y en a. Toi, je sais que ça fait de nombreuses années que vous venez au One-to-One Monaco. Pourquoi c'est important de venir ici à ce salon ? C'est une grande histoire d'amour entre Content Square et Monaco, en tout cas entre le One-to-One Monaco depuis quasiment la création du salon. C'est un salon qui est unique parce qu'il y a le cadre, ça c'est sûr que ça aide, mais il y a surtout un niveau d'expertise et d'échange qui est top sur le marché pour parler des tendances, pour parler des problématiques rencontrées par les e-marchands. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de repositionner Content Square. Il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers mois, ces dernières années, des acquisitions, etc. Donc on veut réexpliquer le potentiel de Content Square. Et donc vous venez ici pour quoi ? Pour rencontrer des grands groupes, pour travailler avec eux peut-être sur leur stratégie digitale. Vous venez aussi peut-être pour voir un peu les startups françaises, pour vous inspirer. C'est ça les grands objectifs de votre venue ici ? Exactement. En fait, le but principal, comme j'expliquais, c'est peut-être déjà pour repositionner un petit peu Content Square. C'est une licorne française, membre du MEX 40. On n'est plus une petite start-up. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans, j'étais numéro 21. Aujourd'hui, on est 1600 collaborateurs. On a 14 bureaux dans le monde. Et on développe une plateforme qui va permettre d'améliorer l'expérience digitale pour les marques. Améliorer l'expérience digitale, c'est comprendre les points de friction, les parcours, la navigation sur le web et sur les applications pour tout type de marque, pas que des retailers, de la banque, de la finance, de l'assurance, des telcos, etc. Et comprendre véritablement comment améliorer cette expérience digitale, la conversion, l'engagement, le NPS. Et ça, c'est clé pour nous parce qu'on va le voir dans ce monde qui commence à se tendre économiquement. On le sait bien, ça se tend aussi pour les retailers. Comment revenir aux fondamentaux et comment revenir à cette expérience digitale, cette frustration qui est encore et toujours rencontrée par les utilisateurs et les consommateurs. Alors, effectivement, c'est une très bonne transition, merci à toi, parce que ce retour aux fondamentaux, ce thème, simplicité, vision, retour aux fondamentaux, c'est vrai qu'avec toutes les innovations technologiques qu'on a vues, qui sont apparues ces dernières années, le commerce s'est profondément transformé, et aujourd'hui, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire peut-être à un bon prix, une clientèle très identifiée, les bases en fait du commerce et le magasin aussi qui est primordial. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire ce thème-là en tant que pure player, en tant que spécialiste digital ? Alors, en effet, Content Square, nous, on va capturer des milliards de données sur ce qui se passe sur les sites web. On a à peu près 1,5 million de sites sur lesquels Content Square tourne. Donc ça fait des milliards de data, d'interactions sur le zoom sur une application mobile que les internautes vont faire, sur le scroll, sur les clics, sur la conversion. Tout ça nous permet d'identifier des tendances et de comprendre véritablement ce qui se passe de manière extrêmement fine. Donc on est vraiment focus sur l'expérience digitale en ligne. Maintenant, on se rend compte que l'omnicanalité, bien évidemment, est clé et qu'il y a un lien fort entre les deux. Aujourd'hui, tout est une expérience digitale en ligne. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après ? Et être capable de comprendre ce parcours global, c'est une problématique qui est encore et toujours rencontrée par les retailers. Nous, ce qu'on va être capable de comprendre et de définir comme tendance aujourd'hui, c'est véritablement qu'il y a un problème sur cette conversion en ligne. Encore une fois, la conversion en magasin n'est pas la même que celle qui est en ligne, qui reste très 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 faible. Et du coup, vu le montant des sommes qui est mis sur l'acquisition de trafic par les retailers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que les internautes ne convertissent pas en ligne comme ils convertissent en magasin. Et donc vous aidez les retailers à optimiser un peu leur expérience client en ligne. C'est quoi les conseils que tu peux donner
à ceux qui nous regardent pour avoir une bonne expérience client sur son site, voilà, en ligne? Qu'est-ce que vous repérez tout de suite qui va ou qui va pas? Ce qu'on repère, c'est en effet cette tendance aujourd'hui, qui est toujours la même, de dire il faut acheter du trafic. Donc les retailers continuent de dépenser de l'argent sur de l'acquisition de trafic payante avec du Google, avec du Meta. Et il y a un chiffre qui m'a marqué, on publie un benchmark en fait tous les ans avec les datas qu'on a sur l'ensemble encore une fois des sites. Et la donnée qui m'a vraiment surprise, c'est l'augmentation du coût de la visite, qui a augmenté de 26% en 2 ans. Donc ça veut dire que c'est plus cher d'acheter une visite d'un consommateur potentiel qui va arriver sur son site ou sur son application. Donc s'il ne convertit pas, ça veut dire qu'on a un problème encore plus grave, encore une fois dans un contexte économique qui se tend. Parce qu'on dépense sans qu'il y ait de l'acquisition. Donc comment on fait pour justement que notre utilisateur puisse consommer, puisse voilà, acquérir les produits et les biens? Il faut l'écouter. Et les fondamentaux, c'est ça. Il faut l'écouter et véritablement bien l'écouter. Et pour l'écouter, ça paraît simple à dire, mais il faut les bons dispositifs, les bons outils. Et Content Square a une plateforme tout en un qui va capturer des données quantitatives, des données aussi qualitatives pour recueillir véritablement l'expérience du client, la frustration. On a une métrique, moi j'aime bien, c'est le rage click, c'est le nombre de fois où un internaute va cliquer plusieurs fois sur un élément et que l'élément n'est pas cliquable et potentiellement partir après du site. Donc toute cette frustration-là, elle est clé pour nous, tous ces cas d'usage, pour derrière être capable de donner des recommandations aux marques et dire il faut que j'améliore mon dispositif de telle manière, mon formulaire, mon engagement, ma conversion sur mon site. Et vous travaillez avec des grandes entreprises du CAC 40 par exemple. Est-ce qu'on peut citer quelques grandes entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors, comme je le disais, on a à peu près 1,5 million de sites sur lesquels Content Square tourne aujourd'hui. On a à peu près 3000 clients entreprises, donc des clients importants, type le groupe AVMH avec Louis Vuitton, Dior, ce genre de marques, des telcos comme Orange, des banques comme BNP, par exemple. Donc, tout un tas d'acteurs, en effet, sur différents secteurs, et notamment du CAC 40, avec lesquels on travaille. Et l'idée, c'est aussi de toucher en fait aussi les PME. C'est ça aussi un des grands axes stratégiques, je crois, de l'entreprise. Et peut-être tu peux un peu expliquer aussi ce que vous voulez faire par rapport à ça. Mais l'idée, c'est d'aller de la PME à la grande entreprise, pas que cibler les grandes boîtes. Exactement. Alors Content Square, on existe depuis 12 ans. Les gens nous connaissent sur plein d'aspects, mais c'est vrai que les 3 dernières années ont énormément évolué pour Content Square, notamment lié à l'acquisition de 2 sociétés, Hotjar et Heap Analytics. Ces 2 sociétés, on les a intégrées dans notre plateforme, donc ça permet d'avoir une plateforme plus riche, qui permet d'avoir une vision globale et complète de l'expérience analytics, on pourra y revenir, mais aussi, comme tu le disais, surtout d'adresser un marché plus large, pas que des grandes entreprises, mais aussi des PME. Donc on a un modèle économique qui s'est adapté, qui a évolué, sur lequel on peut démarrer de manière gratuite, ou commencer avec un petit coût et ensuite aller sur des fonctionnalités beaucoup plus importantes qui apportent beaucoup plus de valeur pour les marques et donc là toucher des clients entreprises. Donc la solution s'adresse à tous. On a un objectif clair qui est de démocratiser cet accès à la donnée et rendre ça plus accessible pour les marques. La donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre, effectivement, pour vous. La donnée du consommateur, bien sûr. Comment vous travaillez avec l'intelligence artificielle? Vous avez lancé notamment des agents IA. Voilà. Comment concrètement, vous mettez en place de l'IA dans vos dispositifs? Alors l'IA, on le fait, on fait du machine learning et du prédictif depuis un certain temps, à peu près 5 ans. Nous, on part vraiment des cas d'usage des clients. L'important, c'est de comprendre quels sont les challenges rencontrés par les clients pour rendre cette IA pratique. Parce que tout le monde dit qu'il fait l'IA et c'est super l'IA, très bien. Maintenant, comment ça se met au quotidien des marques? Donc cette IA pratique, l'objectif pour nous, encore une fois, c'est de ne pas avoir un PhD, un doctorat en data science pour comprendre la donnée, comprendre l'expérience et les frustrations dont on parlait, rencontrées sur un site ou sur une application. Donc c'est vraiment d'automatiser des tâches, de les rendre plus simples, plus rapides, de gain d'efficacité et productivité des équipes. Pour vos collaborateurs, c'est ça? Alors, surtout pour les marques. Pour les marques, d'accord. Donc, on met l'IA à disposition de la plateforme pour que les marques et les utilisateurs de ces marques sur notre plateforme l'utilisent de manière efficace et viennent gagner du temps.
Et concrètement, donc c'est quoi que vous mettez en place pour ces marques en matière d'IA? Alors, je peux te donner 2 exemples, mais on a du Copilot, donc du Copilot qu'on a mis sur la plateforme. L'idée, c'est que tu peux interagir avec, tu parlais d'agents, pour lui demander des choses. Fais-moi une analyse sur ce qui ne va pas sur mon taux de conversion lié à telle campagne, justement, qui me coûte de l'argent. L'IA va du coup sortir le rapport de manière automatique en expliquant les différentes étapes. C'est un gain de temps énorme et en même temps, c'est une vertu un peu pédagogique et didactique. Un autre point sur justement une chose qui est un module qu'on a intégré récemment, qui est la partie VOC, Voice of Customer, donc des études en ligne plus qualitatives. On va être capable, avec l'IA, d'analyser les verbatims et donc de dire fais-moi un rapport avec les verbatims, les quotes importantes liées à cette enquête que j'ai pu mener. Donc de ne pas passer du temps sur toutes les réponses, ce qui est assez fastidieux. Donc encore une fois, c'est automatiser les tâches et gagner du temps. Et justement, sur l'IA pour les PME et même pour les grandes entreprises, est-ce que tu sens qu'elles sont réceptives à l'IA? Est-ce que tu sens qu'elles s'en emparent et que c'est facile pour elles de s'en emparer? Oui, lorsque c'est pratique. Tout le monde veut parler IA et veut accoler IA à ce qu'il fait. C'est normal parce que c'est la tendance du marché. Nous, ce qu'on voit encore une fois, c'est cette IA pratique qui permet aux collaborateurs internes, mais aussi aux clients, et surtout aux clients, d'optimiser leur quotidien. Là, sur les 3 jours à Monaco, encore une fois, tout le monde dit la même chose. Il y a un contexte qui est tendu. Less is more. Comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps de productivité et d'efficacité des collaborateurs? Donc c'est cette IA pratique qu'on essaie de mettre en place. Alors justement, ce contexte, c'est intéressant que tu en parles, ce contexte géopolitique, il est effectivement tendu. On voit ce qui se passe évidemment aux États-Unis avec des droits de douane, avec voilà, une forme de protectionnisme qui revient. Est-ce que vous, ça vous impacte? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça? Vous avez une présence tu l'as dit, dans 14 pays. Je crois que le fondateur de Content Square, Jonathan Cherki, est aux États-Unis. Donc comment vous appréhendez en fait ce risque géopolitique? Alors, en effet, Jonathan est parti aux États-Unis, à New York, assez tôt. La société est globale aujourd'hui, mais on reste une société française. Je pense que c'est important de le préciser. Le siège est toujours en France et à Paris. On a une grosse partie des équipes, donc on reste une tech française, mais globale, c'est normal. Sur la partie États-Unis et contexte politique, c'est pas trop notre sujet aujourd'hui. Nous, on a un développement qui est global, on a des bureaux partout. Ça n'a pas d'impact direct sur notre business, en toute transparence. Et encore une question sur les tendances du retail. Vous qui êtes un expert du digital, ça fait voilà, depuis 2012 que vous êtes sur ce créneau-là. Qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois comme tendance aujourd'hui dans le retail? Il y a l'IA, évidemment, mais quelles sont les autres, pour toi, tendances? Je pense encore une fois, pour revenir sur le point des coûts d'acquisition qui augmentent, ce mélange de coûts d'acquisition qui augmente, le trafic aussi a baissé. On se rend compte que le trafic a baissé depuis le Covid. Le panier moyen reste à peu près le même. Je crois que la FEVAD... Oui, des bons chiffres plutôt du e-commerce. En 2024, la FEVAD a communiqué sur des bons chiffres, le cap des 175 milliards d'euros qui a été franchi. Donc le commerce en ligne français se porte plutôt bien pour toi? Oui, sur l'évolution globale du chiffre d'affaires, mais quand on entre dans le détail des métriques, encore une fois, le panier moyen évolue pas. C'est ce que disait Marc-Olivier avec, je crois, 68 euros de panier moyen. Donc si on a un panier moyen qui évolue pas, un trafic qui baisse, une conversion qui n'augmente pas et des coûts d'acquisition qui augmentent pour les marchands, il y a une équation qui est compliquée à résoudre. Et encore une fois, c'est la frustration rencontrée par les internautes sur les dispositifs digitaux. Il faut vraiment réussir à adresser ça. Et aujourd'hui, le marché de l'analytics et de la data, il est compliqué parce que les solutions ne sont pas assez accessibles. Donc encore une fois, notre positionnement depuis le début, notamment avec ce changement de plateforme complète et intégrée, c'est d'adresser ces problématiques-là pour rendre la data accessible, encore plus rapide aux marques. Et bien voilà, Content Square qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, dernière question peut-être, Frédéric, c'est quoi la prochaine étape pour Content Square? C'est quoi la prochaine étape? Je vois où tu veux m'amener. Levée de fonds bientôt? Alors, on a levé 1,4 milliard de dollars. On a fait 8 acquisitions. Donc, honnêtement, on n'a pas chômé. La dernière série F était de 600 millions. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de sujet financier. Et on est vraiment sur une logique de développement et de développement de l'IA pratique, comme j'expliquais, sur cette année, et de cette plateforme globale avec des nouvelles fonctionnalités qu'on a intégrées. Donc c'est ça notre enjeu,
sur les 12-18 prochains mois. Bon, pour l'instant, pas de levée de fonds de prévu. Merci beaucoup, Frédéric Kingay-Johnson, General Manager pour l'Europe du Sud de Content Square, d'avoir été sur le plateau du One to One Monaco. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup.